Et est-ce que Madame Le Pen va se présenter? De toute évidence, elle se présentera aux élections, oui. Les réquisitoires sont aujourd'hui, en fait, un procès qui nous est fait, qui a un vrai débat. Et en réalité, derrière ce débat, il y a deux conceptions. La conception allemande de l'utilisation des assistants et la conception française qui dit qu'un assistant parlementaire, en réalité, fait de la politique. Welcome back to the Brussels Signal Studio. My name is Justin Stairs, and we have a studio guest today. He is from France, and his name is Philippe Ollivier. He is a member of the European Parliament, has been since 2019. He represents the Rassemblement National, which is the National Rally Party in English, which is a right-wing party in France, and he is also a conseiller spécial or a special advisor to that party's leader, who goes by the name of Marine Le Pen, who many of you have probably heard of, if not seen speak. And in his honor, we're going to be doing this interview in French, so I'll switch languages now. As in the last time we did this, we're going to put some good subtitles at the bottom of the screen. So here we go. Monsieur Ollivier, merci d'être venu. Bonjour, merci de votre invitation. Donc, comme je disais, vous êtes un membre, vous êtes parlementaire du Parlement européen ici à Bruxelles, du Rassemblement national, conseiller spécial de Marine Le Pen, élu pour la première fois en 2019, réélu récemment. Voilà, et donc nous sommes ici pour parler de votre pays, la France, et aussi bien sûr de l'Union européenne. Alors, la première question est plutôt évidente dans le sens que Donald Trump vient d'être élu et ça va peut-être changer, sinon le monde politique, ça c'est sûr. Et donc je voulais vous demander quelle est la réaction au sein des hommes et des femmes politiques en France. Comment ils voient Donald Trump, s'il vous plaît? Alors déjà, toute la bien-pensance est tétanisée par l'élection de Donald Trump, car comme toutes les élites des États-Unis, l'élite française était pour Kamala Harris. Et évidemment, il y a eu un cri d'effroi lorsque le président Trump a été élu et même réélu. Pour nous voyons ça comme une marque extrêmement positive à certains points de vue. C'est-à-dire que la lutte contre le wokisme, un certain nombre d'éléments vont évidemment aller dans le bon sens. Alors maintenant, en tant que Français et Européens, on va peut-être se retrouver très vite dans des réalités, puisque Donald Trump, à juste titre, va défendre son pays, mais ça veut dire aussi qu'il va pouvoir être exigeant avec l'Union européenne et peut-être dur, notamment avec des mesures douanières contre nos propres productions. Donc nous regardons évidemment ce qui se passe aux États-Unis de très près, avec beaucoup de satisfaction d'un côté et évidemment l'idée que pour l'Europe et pour la France, il y a maintenant un défi de puissance, puisque les États-Unis choisissent résolument cette vision-là. Et donc, vous parlez de préoccupation. J'imagine que vous faites référence surtout au vin français. Au fromage, au vin, oui, bien sûr. C'est oui, ça. oui. Hein. C'est symbolique un peu de la France aussi, non? Oui, mais c'est très important. Et nous, pour nous, c'est très important de pouvoir exporter notre art de vivre. Et donc, l'idée qu'on puisse être durement taxé est évidemment une perspective qui ne nous enchante pas. Maintenant, on comprend que le président Trump ait à cœur de défendre son pays. Il faut que nous aussi, de notre côté, en tant que Français et Européens, on ait à cœur de défendre plus correctement nos intérêts. Oui, et aussi, c'est intéressant parce qu'en ce qui concerne la politique commerciale de l'Union européenne, les décisions se font
ici plutôt qu'à Paris. C'est bien ça. Et la catastrophe, c'est que l'Union européenne est la seule partie du monde à ne pas avoir compris que le mondialisme était fini et que le monde rentrait dans une phase de protectionnisme, un protectionnisme intelligent, hein, pas forcément le barricadement des pays, mais une défense des intérêts commerciaux et industriels de chacun des pays. Nous laissons le libre-échange détruire notre industrie et donc nous allons faire entendre une voix différente, nous, en Europe, hein, pour faire valoir l'idée que l'Union européenne doit aussi savoir se protéger. Est-ce possible avec les majorités actuelles ici à Bruxelles, par exemple, la commission von der Leyen, est-ce qu'elle est en faveur de plus de la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen? Et pour vous, elle serait prête à introduire une politique de protectionnisme et le Parlement européen aussi va suivre ce genre de changement qui serait quand même de taille, non? Alors l'intelligence le commanderait. Maintenant, est-ce qu'ils auront cette capacité? Je n'en sais rien, car ils sont totalement butés. Ils ont une vision idéologique qui est dure comme du granit. Et ils sont libre-échangistes, pratiquement ils le pratiquent, ce libre-échangisme, comme une religion. Et donc, c'est très compliqué pour eux de changer de logiciel. Oui, effectivement. Bon, on va bien sûr parler de l'Union européenne, mais je voulais d'abord, s'il vous plaît, vous poser quelques questions sur la France pour m'aider à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce que nous avons M. Barnier, qui est très connu ici à Bruxelles, qui tient une espèce de gouvernement qui a un soutien minoritaire. Mais vous, votre parti aussi, vous le soutenez. Non, vous ne le soutenez pas. Non, Barnier n'est pas notre ami politique. C'est quelqu'un qui est extrêmement courtois. C'est quelqu'un qui se comporte très bien, hein, civilement, qui respecte tout le monde. Et donc, de ce point de vue-là, c'est tout à fait satisfaisant. Maintenant, politiquement, c'est un européiste. C'est quelqu'un qui a été de toutes les majorités qui ont fini par ruiner la France. Donc, ce n'est pas notre ami politique. Il a été désigné comme chef du gouvernement dans un contexte politique qui est une sorte de marigot, une sorte de bourbier absolument incroyable. Et donc nous avons choisi de ne pas ajouter le chaos au chaos. Et donc nous le laissons présenter son budget, présenter ses mesures et voir si des mesures peuvent être positives. Maintenant, si les mesures ne sont pas positives, nous le censurerons. D'accord. Donc, nous ne le soutenons pas, nous attendons des actes. Pour l'instant, on n'a rien vu et la décision de le censurer ou pas viendra en son temps. Mais là, vous parlez du budget en particulier, c'est bien ça, parce qu'il y a aussi, corrigez-moi si je me trompe, mais il y a aussi d'autres thèmes de ce gouvernement, et par exemple l'immigration et aussi la réforme du système électoral. La France va peut-être vers un système proportionnel. Est-ce que tout ceci va se passer sous le gouvernement Barnier ou pas? Alors, est-ce qu'il en aura la possibilité? On n'en sait rien. Nous, on a posé, si vous voulez, trois balises: l'immigration, l'insécurité et le pouvoir d'achat. Pour l'instant, on n'a rien vu venir. Et puis, il y a en fond de décor cette affaire de la proportionnelle, avec l'idée qu'il faut sortir d'un scrutin qui n'est pas satisfaisant pour le pays et pour la juste représentation des idées. Maintenant, Barnier est extrêmement isolé, et même dans le bloc central, c'est-à-dire qui va de Macron au LR, disons des libéraux à la droite, aux républicains, à la droite des républicains, eh bien, ils ne s'entendent pas. Donc tout ça ne laisse pas présager une longévité pour le gouvernement Barnier. Et donc le budget, c'est un peu le premier pas, alors. D'accord. Et quels sont les temps? Quand est-ce qu'ils vont pouvoir voter, ou vous allez pouvoir voter? Alors, pour l'instant, les recettes ont été refusées, donc ils se retrouvent déjà avec une première épreuve à surmonter. Bon, arriveront évidemment d'autres échéances parlementaires qui, à mon avis, lui seront fatales assez vite. Donc vous prévoyez que ça ne va pas durer longtemps, essentiellement?
Je pense que ça ne durera pas longtemps. Donc après le gouvernement, disons, de droite modérée ou de centre-droit, bon, peut-être que M. Macron essaiera un gouvernement un peu plus socialiste, puis il tombera. Puis après, il essaiera un gouvernement de techniciens qui tombera. Et puis, il arrivera en septembre 2025 et il sera obligé de dissoudre. Puisque, il faut attendre un an, c'est ça? Exactement. Il aura récupéré la capacité de dissoudre l'Assemblée nationale pour un petit peu purger cette espèce de situation qui est inédite sous la Ve République en France. Oui, ça fait très Quatrième République. Ah oui, ça fait Quatrième République. Et le président Macron a quand même réussi à transformer la Ve République en Quatrième République, ce qui est un exploit, alors qu'il y a le scrutin majoritaire et que normalement le président de la République a une prééminence sur le Parlement. Et il a perdu cette prééminence. Il n'est plus qu'un observateur de la situation politique. Donc, une période chaotique pour la France. Complètement. Alors, il y a des pays qui peuvent se passer de gouvernement, peut-être comme la Belgique. Comme la Belgique. Mais des pays comme la France, qui sont des grands pays et qui jouent un rôle important en Europe, c'est compliqué. En plus de ça, on est dans une situation extrêmement particulière. Vous le savez, il y a des choix industriels, il y a des choix énergétiques, il y a des choix fiscaux. Il y a tout un contexte international qui est très particulier, avec des guerres. Et avoir un gouvernement qui est sans grande légitimité démocratique et sans moyens institutionnels d'action, c'est très compliqué pour un pays comme la France. Mais il n'y a pas d'autre issue. Il faut attendre septembre de l'année prochaine. Il faut attendre cette espèce de phase de décomposition avant une recomposition. Oui. Et je pense que cette recomposition, c'est nous qui la ferons. Parce qu'à ce moment-là, les gens se diront que le braquage qui a eu lieu pendant les élections législatives dernières, qui nous a empêchés d'avoir une majorité, ne pourra plus se reproduire. Et à ce moment-là, le Rassemblement national, avec ses alliés, pourra avoir une majorité pour conduire évidemment une alternance politique. D'accord. Donc, vous parlez d'alliés. Je ne vais pas vous parler 30 minutes juste de la France, mais vous parlez d'alliés. Donc, là-dedans, il y a peut-être cette idée de l'union des droites ou pas? Alors, oui, mais pas que. Parce qu'on a évidemment des gens de droite, comme M. Ciotti, qui est l'ancien président de LR, qui a constitué un parti politique qui s'appelle l'UDR. Mais nous voulons faire l'union nationale. Parce que nous avons une gauche qui est très divisée. Il y a une gauche qui est aux mains de LFI. LFI, c'est de l'extrême gauche en réalité, qui est à la fois extrêmement violente dans sa façon d'être, qui est extrêmement virulente, notamment contre tout ce qui est économique, et puis qui a des tendances pratiquement antisémites. Et donc, une certaine gauche ne se reconnaît pas dans cette vision à la fois communautariste et violente. Et donc, nous pensons que nous pouvons, avec un discours républicain, également attirer des gens de gauche qui sont des patriotes, qui veulent en finir avec l'insécurité, avec l'immigration et avec les errements institutionnels auxquels on assiste. Donc nous, notre vision est évidemment une vision d'union des électeurs de droite, mais pas seulement. Nous tendons la main à tous les Français qui souhaitent le redressement national. D'accord. Et après cette période chaotique qui va peut-être s'aboutir l'année prochaine, on ne sait pas, il y aura en 2027 les prochaines élections présidentielles, c'est bien ça? Oui, élections présidentielles et législatives, puisque ça ira de pair, avec des intentions de vote qui nous donnent aux environs entre 34 et 38% au premier tour. Et est-ce que Mme Le Pen va se présenter? Alors, de toute évidence, elle se présentera aux élections, oui, bien sûr. Je vous pose la question parce qu'il y a aussi il y a un procès en ce moment. Je ne sais pas, le jugement est pour bientôt. Alors, les réquisitoires sont aujourd'hui, en fait, un procès qui nous est fait parce qu'on nous reproche l'affaire dite des assistants parlementaires du Parlement européen, voilà, où nos assistants parlementaires ont fait de la politique, il n'y a pas d'emploi fictif, il n'y a pas d'enrichissement personnel, et le Parlement européen dit non, ils devaient faire uniquement du travail de commission ou de session, et comme il y avait du travail politique, eh bien, vous avez détourné de l'argent. Donc il y a un vrai débat, et en réalité, derrière ce débat, il y a deux conceptions. La conception allemande de l'utilisation des assistants, et la conception française qui dit qu'un assistant parlementaire, en réalité, fait de la politique. D'accord. Donc on va voir ce que vont décider les juges. Évidemment, derrière, il pourrait y avoir une peine d'inéligibilité
Mais je pense que tous les recours... Ce qui veut dire qu'elle ne pourra pas se présenter. Alors, il y a quand même des recours, parce qu'on est quand même dans un état de droit, et donc vraisemblablement, l'élection présidentielle arrivera avant le terme des recours. Voilà. Et dans ce cas-là, alors elle devrait pouvoir se présenter. Maintenant, si vous voulez, c'est compliqué pour un pays qui se dit démocratique et qui donne beaucoup de leçons de morale, d'empêcher la représentante de l'opposition de se présenter aux élections. Ça me fait penser à Donald Trump un peu, non? Oui, mais même punition, même motif, j'allais dire, c'est un petit peu la vision. C'est-à-dire que quand le système voit qu'il est débordé, il essaye d'empêcher les adversaires d'accéder au pouvoir. Je me demande si ce n'est pas Marine Le Pen, alors ce serait qui? Parce que Jordan Bardella, c'est la grande vedette aussi de votre parti en ce moment, non? Oui, ça fait partie évidemment d'une des cartes maîtresses que nous avons, parce que nous n'avons pas qu'un seul leader, nous en avons au moins deux et beaucoup d'autres en réalité, mais avec Jordan Bardella, qui est un jeune leader politique de 29 ans, qui est très prometteur, qui a conduit 2 fois la liste aux européennes victorieusement. La première fois, il a fait 23% des voix, et la deuxième fois, il a dépassé les 30. Et il a conduit le parti à une très grande victoire législative, puisque avec nos alliés, nous avons 144 députés au scrutin majoritaire à 2 tours, ce qui est en France un exploit quand tout le monde est contre vous. Et s'il nous regarde et nous écoute, j'aimerais bien l'inviter au studio de Brussels. Je l'ai croisé au Parlement européen à Strasbourg il y a quelques semaines. Je lui ai donné ma carte de visite en espérant qu'il va venir. Ce serait sympa. Parce que lui aussi, ça doit être une histoire intéressante pour quelqu'un de 29 ans qui se trouve presque au sommet de l'État. Enfin, il y avait un moment, on croyait qu'il allait peut-être devenir un Premier ministre à 28 ans. Et peut-être qu'il le sera l'année prochaine, en septembre 2025, s'il y a une dissolution et des élections. Nous, on est une armée, si vous voulez, qui fait émerger des généraux de 23 ans, parce que quand il est sorti, il avait 23 ans. Il en a 29 aujourd'hui. Et donc, le Rassemblement national mise sur la jeunesse. Donc, passons à l'Europe. Vous faites partie des groupes des patriotes, soi-disant patriotes. Vous et d'autres partis aussi. Et vous êtes derrière le cordon sanitaire. Bon, en français, on comprend très bien ce que c'est le cordon sanitaire, mais effectivement, en anglais, c'est plus difficile. Mais ça veut dire que la majorité ne vous accorde aucun pouvoir au sein du Parlement, pas de président de comité. Comment allez-vous influencer le débat européen en étant derrière, du mauvais côté du cordon sanitaire? Alors d'abord, nous, on récuse le terme de cordon sanitaire parce que ça voudrait dire qu'on est une maladie. Mais on n'est pas une maladie, on est un mouvement démocratique et si on est là, c'est parce qu'on a des électeurs et qu'on est porté par une légitimité démocratique. La deuxième chose, c'est que ils peuvent essayer d'arrêter la mer avec les bras, ils n'y arriveront pas. De toute façon, nous, on est en progression constante et je pense que nous prendrons le pouvoir en France parce que c'est le mouvement, évidemment, français, c'est un mouvement européen et on le voit avec Trump et dans d'autres pays, c'est un mouvement mondial. Et donc, je ne vois pas qui puisse arrêter ce mouvement-là en France et en Europe. Et puis... ce qui se joue en fait au Parlement européen, c'est en fait un peu un théâtre d'ombre. Parce que quand nos collègues des autres partis disent qu'ils font du travail parlementaire, en réalité on les amuse pendant une nuit pour déplacer une virgule sur un texte qui a été décidé par la Commission et qui est validé. Bon, nous on est interdit de rapport, on est interdit de poste. Pour autant, si on n'a pas une influence parlementaire, on a une influence politique très grande. Et j'en veux pour preuve l'évolution du Parlement européen dans le dernier mandat, où, notamment sur l'écologie, von der Leyen a été obligée d'atténuer sa vision, et que les derniers textes qu'elle a présentés étaient extrêmement édulcorés. Pourquoi ? Parce que la pression qu'on a fait peser sur le Parlement européen a joué sur le PPE. Et je crois que par porosité, nous pouvons arriver à avoir une vraie influence sur le Parlement européen. Alors, est-ce à dire qu'on changera tout ? Non, parce qu'on est minoritaire. Mais pour le coup, maintenant, il est évident que la question de la décroissance industrielle, énergétique, agricole et en matière d'élevage
elle est posée. Et on n'est plus dans le dogme de l'écologie triomphante des Verts allemands, qui est une vision décroissantiste. Donc vous voyez qu'on peut arriver à faire prévaloir un certain nombre d'idées et qui, par capillarité, arrivent à peser sur le Parlement. La décroissance, c'est un mot intéressant parce que j'imagine qu'il y a une différence entre décroissance et récession. Parce qu'en ce moment, les Allemands, ils se trouvent dans une récession. Mais je voulais vous demander l'économie française, elle se comporte comment en ce moment? Est-ce que vous avez les mêmes problèmes qu'en Allemagne? Non, pire, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que M. Macron a fait le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire qu'il a financé, notamment pour le Covid, toutes les entreprises avec des gens qui restaient chez eux à ne rien faire. Il a financé n'importe quoi. On est parti dans tous les sens. Résultat, on a 3 300 milliards de dettes. Jamais la France n'a atteint ce niveau de dette. Et on a un décrochage économique qui est considérable. Et aujourd'hui, tout le monde convient que M. Macron a amené la France à la ruine. Et c'est peut-être d'ailleurs une très bonne chose qu'on n'ait pas pris le pouvoir à ces élections législatives parce qu'on nous aurait fait porter le poids de cette ruine. Or aujourd'hui, nous sommes minoritaires. Pire, l'année prochaine. Non, parce que si nous on prend, on remettra les choses en ordre assez vite. Mais je pense que le fait qu'il n'y ait pas de gouvernement, ça ne va pas améliorer les choses. Je suis d'accord avec vous. Mais à partir du moment où on change la manière de gouverner, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Pour autant, si on regarde un peu la situation aujourd'hui, la situation en France est catastrophique. Et même les macronistes ou des gens qui sont plutôt indulgents avec le pouvoir en place reconnaissent que la France est en état de ruine. Et comment remédier ? Il faut tout rechanger, c'est-à-dire qu'il faut repartir dans une logique de croissance. Alors c'est quoi la logique de croissance? C'est par exemple le renouer avec le nucléaire de manière évidente pour faire retomber le prix de l'énergie. Parce qu'à partir du moment où on avait l'énergie la moins chère d'Europe, on a trouvé, alors je ne sais pas comment, la solution d'avoir l'énergie la plus chère d'Europe. En s'arrimant au marché européen de l'électricité. Et voilà que donc nos entreprises produisent avec une énergie qui est renchérie. Et donc, on n'est plus compétitif. On a poussé les entreprises dans des visions normatives qui les ont tuées ou qui les tuent à petit feu. On a une fiscalité qui est absolument délirante. Donc tout cela concourt au découragement et à la ruine. Mais même la France, même actuellement, est pro-énergie nucléaire aussi, en ce moment aussi. Oui, mais l'Union européenne nous empêche. Et Macron a cédé, et les gouvernements avant lui, Hollande avant lui, mais Macron a cédé à la pression des écologistes et a par exemple démantelé Fessenheim. Il avait commencé à démanteler le parc nucléaire. Il se rend compte maintenant qu'on a besoin du nucléaire. Sauf que l'Union européenne ne nous aide pas à promouvoir la filière nucléaire. Et on a perdu 5 ans. Or, en la matière, c'est 5 ans qui sont extrêmement pénalisants, puisque les Chinois ou les autres, eux, ont avancé à grands pas. Alors, est-ce que les Français, à votre avis, sont eurosceptiques? Et s'il y en a, bien sûr, quel pourcentage, à votre avis? Ils sont majoritaires. Alors, les Français sont européens, mais ils ne sont pas pour l'Union européenne. C'est-à-dire que les Français, par eux-mêmes, quand on leur parle de l'Europe, ils ont un sentiment très européen. Parce que c'est une histoire commune, parce qu'il y a beaucoup de Français d'origine européenne aussi, à commencer par Jordan Bardella, qui est d'origine italienne. Mais quand on leur parle de l'Union européenne, pour eux, l'Union européenne, c'est des normes, des contraintes, la concurrence déloyale, un pouvoir anonyme, quelque chose qui n'est pas propice aux libertés, à la fois économiques et même politiques, puisque je vous rappelle qu'en 2005, les Français ont voté contre la Constitution européenne et qu'on leur a imposé la Constitution de manière détournée. Et donc, ils ont le sentiment d'avoir été abusés par l'Union européenne.
mais ils ne sont pas en faveur d'une sortie de l'Union européenne, ou bien d'une sortie de l'euro non plus. Non. Alors, ce que je vous ai dit, c'est que les Français sont très européens par nature. Ils sont très critiques sur l'Union européenne. Nous-mêmes, nous posions la question et nous étions plutôt pour une sortie de l'Union européenne à un moment. Mais pourquoi ? Parce que nous étions tout seuls. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus tout seuls. D'abord, aujourd'hui, nous avons le troisième groupe politique avec les Patriotes, qui a d'autres partis et d'autres groupes patriotes ou nationaux au sein du Parlement. Et que si on regarde les votes nationaux, il y a à peu près 200 parlementaires qui sont soit nationaux, soit conservateurs. Et donc, on peut peser. Et puis, quand on regarde les pays qui sont eurosceptiques ou qui sont quelquefois en sécession, comme la Hongrie, il y a une quinzaine de pays. Ça veut dire que si demain Marine Le Pen arrive présidente de la République française, eh bien on pourrait prendre la tête de 15 pays pour contrer la dérive actuelle de l'Union européenne. Oui, donc vous êtes en faveur de réforme de l'Union européenne. Hein? Exactement. C'est la réforme. Oui, d'accord. Et si ce n'est pas possible, parce que je me demande, pour réformer, il faut avoir une majorité, non? Oui, mais la France est un pays contributeur net. Ça veut dire que nous apportons plus d'argent qu'on en prend. Oui. Si on prend le plan de relance, on a donné 80 milliards, on a reçu 40 milliards. Bon, à partir du moment où on paye, on est quand même en droit de peser sur les décisions. Et si on arrive à la table, on leur dirait, écoutez, si vous refusez de voir les réalités, et notamment les réalités démocratiques telles qu'elles s'expriment dans les pays, eh bien, nous pourrions arrêter de payer. D'accord. À ce moment-là, Mme von der Leyen se dira, eh bien, écoutez, on va trouver une solution. Donc, je pense qu'on peut... L'argent part, comme on dit en anglais. Oui, exactement. Voilà. Je pense qu'on peut essayer d'être pédagogue. Passons à autre chose alors. Passons à l'immigration, parce que je sais que pour vous et pour votre parti, c'est un thème important. Donc, il y a l'Immigration Pact. En français, c'est le pacte sur l'immigration. C'est bien ça. Qu'en dites-vous? J'ai écrit ici, faites l'éloge ou la critique de la pacte sur l'immigration. C'est plus qu'une critique. Pour nous, c'est le pacte avec le diable. Le pacte d'immigration, il y a deux images que le Parlement européen et que les européistes ont voulu supprimer. C'est un, le petit garçon mort sur la plage, et deux, les tentes qu'il y a dans les villes, qui fleurissent dans les villes avec des migrants dedans. Et donc pour ça, ils sont partis sur deux idées. On va sécuriser les cheminements. Sécuriser les cheminements pour le Parlement européen ou pour les institutions européennes, c'est organiser un pont maritime entre l'Afrique et l'Europe. Et ce pont maritime est confié aux ONG. C'est évidemment pas une solution. Deuxième image, c'est les tentes quechua. Et là, on vient dire, eh bien, écoutez, on va imposer des conditions d'accueil au pays. À partir du moment où un migrant est rentré en Europe, eh bien, les pays d'accueil seront obligés de fournir un logement, un emploi, des soins, la scolarisation, la formation, etc., etc. Et donc, on voit un plan organisé de relocalisation, c'est le terme relocalisation qu'ils emploient, c'est-à-dire en fait d'installation des migrants dans toutes les campagnes. Alors déjà, nos villes sont pas mal touchées, et maintenant, l'Union européenne veut s'attaquer à une installation massive de migrants dans les campagnes. C'est évidemment un plan qui est absolument intolérable pour nous. Et dernier point, c'est qu'en fait, le plan empêche les expulsions. Parce que tout est fait pour empêcher les expulsions puisqu'on met les États sous la tutelle des ONG ou des experts, et en réalité des militants pro-immigrationnistes, pour empêcher les expulsions une à une. Donc chaque expulsion va devenir une bataille de tranchées. Et donc en fait, on ne pourra plus expulser des migrants, même ceux qui n'ont aucun droit d'être chez nous. Oui, il y a des pays je pense à la Pologne en particulier, qui disent bon, on n'en veut pas, on ne va pas mettre en vigueur cette politique. Ce serait possible pour un pays comme la France de dire non, on ne va pas le faire. Ah ben, si on arrive au pouvoir, on dira non, on ne va pas le faire. Oui, Maintenant, qu'est-ce qu'il dit, M. Barnier?
C'est M. Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur, qui dit on va accélérer le pacte d'immigration. Donc pour nous, ça ne fait pas du tout notre affaire. Maintenant, les pays comme la Pologne, qui soutiennent l'Union européenne et qui disent nous, on ne veut pas de migrants, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des migrants dans toute l'Europe et quand la pression sera trop forte, leur pays sera submergé. Donc il ne faut pas croire que dans cette affaire-là, un pays pourra se sauver tout seul. Il ne faut pas que l'Europe accepte d'être submergée par le monde, parce que sinon elle disparaîtra. Et nous, qui sommes, j'allais dire, on a un temps d'avance sur vous, on est dans votre futur, eh bien nous vous disons, ne vivez pas ça. Nous, on a des villes qui sont des zones étrangères, qui ont échappé à toute autorité, à la loi, bien sûr, mais même à la France. C'est-à-dire que c'est même plus la France. Donc on vous dit, surtout, battez-vous. Ne devenez pas, comme certaines de nos villes, des villes étrangères implantées sur vos territoires. OK. D'accord. Dernier sujet. Je voulais vous demander un peu, poser quelques questions sur l'avenir de l'Europe. Parce que, enfin, vous êtes là depuis déjà 5 ans et nous allons vers peut-être une renégociation des traités. En anglais, on dit treaty change, mais il s'agit d'un transfert de pouvoir à partir des États membres vers Bruxelles, qui est un processus continu depuis longtemps déjà. À votre avis, je vous pose la question parce qu'avant de commencer cette interview, on a parlé un peu de votre vision de l'histoire et des empires et les nations. Expliquez-vous un peu, qu'en pensez-vous? Je pense que l'Union européenne, à l'origine, était une organisation internationale, entre nations. Et puis progressivement, l'Union européenne s'est vécue comme un État. Elle s'est donné un hymne, un drapeau, des tribunaux, un parlement, la liberté intérieure, une monnaie, etc. Il y a deux compétences qu'elle n'a pas vraiment, c'est l'armée et c'est la diplomatie. Et elle se dit, avec la crise en Ukraine, je vais essayer d'obtenir ça. Et c'est son objectif. Avec pour nous la France, l'idée que l'Union européenne nous prendra la force nucléaire, en ce qui concerne l'armée, et qu'elle nous prendra le siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, en ce qui concerne la diplomatie, ce qui fait évidemment pas du tout notre bonheur. Et donc l'Union européenne, en réalité, quand on l'observe, elle est passée d'une vision qui était une vision peut-être confédérale à l'origine, puis une vision fédérale, et maintenant il y a l'idée d'un État unitaire centralisé. C'est tellement vrai, c'est que dans toute l'Europe, il y a les mêmes plaques d'immatriculation des voitures. Que dans toute l'Europe, on va appliquer les mêmes règles pour tout, absolument pour tout. Alors que, par exemple, aux États-Unis, si un État veut rétablir la peine de mort, il peut encore. Nous, on ne peut plus. Donc on voit bien qu'on va vers un État unitaire centralisé. Et mon analyse, c'est que, en réalité, l'Union européenne se vit comme un empire. Un empire, c'est quoi? C'est une autorité centrale qui domine les nations et qui lui impose des valeurs qu'elle prétend supérieures, qui en fait ne reconnaît pas les peuples mais administre des populations. Et il y a toujours dans l'idée d'empire, l'idée d'une progression permanente, d'une conquête permanente. C'est ce que fait l'Union européenne avec l'adhésion permanente ou les traités de libre-échange. Et là, on fait rentrer dans l'empire marchand des pays qui sont au-delà des mers. Et puis le dernier point, c'est qu'il y a toujours dans l'idée des empires la promesse d'éternité. Les empires, ils sont toujours là pour 1000 ans. Ils expliquent qu'avant, c'était l'obscurité, maintenant on va vers la lumière. Et en réalité, les empires ne tiennent pas. Parce que les empires, ce sont des entités qui sont parfaitement artificielles et que ce sont toujours les peuples qui ont raison finalement. Et les empires s'effondrent. Alors, ils mettent quelquefois du temps. L'Empire romain a mis un peu de temps. Le Saint-Empire romain germanique a mis 1000 ans. Mais Napoléon l'a fait tomber. Mais l'Union soviétique, qui était un empire, a tenu 72 ans. L'Union européenne a 70 ans. Et elle tiendra combien d'années encore à votre Elle peut avis? s'effondrer. Elle peut s'effondrer très vite. C'est-à-dire que quand on prend les choix politiques qu'elle a fait sur l'énergie, sur ses alliances, sur ses choix économiques, le libre-échange, etc., on voit qu'elle a tout faux. Et donc, peut-être que tout cela va l'amener soit à des réformes, soit à l'effondrement. Mais vous parlez de l'effondrement de l'Union européenne, mais ce que je ne comprends pas, aidez-moi à comprendre, c'est que des hommes et des femmes politiques comme vous, au sein de ce groupe des patriotes,
c'est peut-être parce que je suis anglais que je vous pose cette question, mais voilà, il parle encore de réforme, il ne parle pas de sortie. Donc tout va mal, on va vers l'effondrement, tout est mauvais, mais on va rester, on va essayer de réformer. Quand je parle d'effondrement, c'est que leur système, leur organisation s'effondre. Moi, je crois que la Commission doit devenir le secrétariat du Conseil. Ce sont les États qui doivent avoir la main. Et la Commission n'est que la force d'exécution des décisions du Conseil. Là, le problème, c'est que la Commission a pris le pouvoir et elle voudrait que le Conseil ne soit qu'un Sénat et qu'il y ait le Parlement européen comme Assemblée nationale. Donc, von der Leyen se comporte comme une impératrice, mais tout ça ne marchera pas. Et je pense qu'elle sera obligée de faire marche arrière. Donc vous ne parlez pas de l'effondrement de l'Union européenne, vous parlez de l'effondrement de ce système actuel. Des institutions à l'intérieur et de tout leur système. Mais on le voit, ils ont choisi le libre-échange, c'est le protectionnisme qui triomphe. Ils ont choisi un système énergétique qui est catastrophique, et notamment avec la décroissance énergétique. Ils ne sont pas dans le sens des pays qui dominent, que ce soit la Chine ou que ce soit les États-Unis. Mais pour être souverain, est-ce qu'il ne faut pas avoir sa propre monnaie ? Écoutez, on s'est dit ça souvent et on a été, nous, pour le retour du franc. Et puis, si vous voulez, ce qu'on critiquait, c'est que l'euro n'était pas adapté aux économies. Les économies étaient très différentes et l'euro était unique. Et puis, on voulait également que l'euro laisse des capacités de relance. On nous a dit que ce n'était pas possible et finalement c'est devenu possible. Donc en fait l'euro s'est un peu assoupli déjà. Et donc on a vis-à-vis de l'euro plutôt revu notre jugement et on accepte l'euro. Très bien, on va en finir là. Merci, Monsieur Olivier, d'être venu encore une fois. Merci d'avoir regardé. Thanks very much for watching. See you next time.